Fidèles auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Bienvenue dans l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. L'émission Mosaïque d'aujourd'hui a choisi de vous parler de la gestion des mémoires au Burundi, contexte, défis, propositions de solutions. Dans les pays qui ont passé par la guerre, la paix, la tranquillité, la cohésion sociale et le développement sont difficiles à atteindre sans un travail minutieux de la mémoire. De telles sociétés post-conflictuelles sont difficiles à reconstruire tellement les mémoires sont blessées, les économies sont effondrées et la cohabitation entre les groupes rivaux est quasi impossible sans un travail préalable de mémoire prise au sérieux. Les observateurs de telles sociétés trouvent que le passé refuse de passer, que la page sur laquelle est inscrite son histoire sombre refuse d'être tournée avant la lecture et sans relecture. Reconstruire la paix, c'est un élément crucial des processus de réconciliation intergroupe, car après le conflit, la mémoire collective est pleine d'une grande animosité, de la haine, de la méfiance entre les groupes en opposition. La difficulté de gérer la mémoire repose sur le triple défi auquel doit faire face cette société. Permettre la reconnaissance et la guérison des souffrances individuelles, ça c'est le premier défi. Préserver les identités sociales des groupes antagonistes, deuxième défi, tout en leur permettant de vivre ensemble en paix. Ainsi, une mauvaise gestion de la mémoire collective pourrait conduire à la résurgence du conflit, voire à un cycle de vengeance où les blessures passées justifient la violence actuelle. Ici comme ailleurs, nous constatons que chaque groupe a sa mémoire du conflit, ce qui incite les observateurs à parler des mémoires parallèles. Ainsi au Burundi, suivant les différentes crises, la mémoire collective des événements n'est pas la même. Suivant qu'on est en face d'un Hutu, suivant qu'on est en face d'un Tutsi. Il se peut que les dates fatidiques qui ont laissé les stigmates dans l'imaginaire et la mémoire collective soient aussi distribuées suivant les allégeances ethniques. Dans le contexte du Burundi, les mois d'avril, les mois d'octobre, les mois de novembre sont des mois de travail de mémoire par excellence. En effet, en avril, les Burundais se rappellent des événements de 1972. En octobre, les Burundais se rappellent des assassinats du prince Louis Rwagasore et du président Melchior Ndadaye, ainsi que les tueries qui ont suivi ces assassinats. En novembre, le parti CNDD-FDD se souvient de ces combattants et qui ont laissé la vie sur le champ de bataille. Est-ce que la façon dont le travail de la mémoire se fait au Burundi est de nature à construire la paix? Est-ce que la gestion de la mémoire telle qu'elle est au Burundi permet-elle la reconnaissance et la guérison des souffrances individuelles? Est-ce que cette gestion ne risque pas de susciter l'animosité, la haine, les ressentiments et la méfiance entre les groupes en opposition? Comment faire en sorte que le travail de la mémoire ne sape pas les acquis de la paix? Telles sont les grandes questions, et pas les seules, et qui vont faire objet d'échanges entre mes invités que je vais tout de suite vous présenter. À ma droite se trouve M. Aloïse Batungwanayo, il est commissaire à la Commission Vérité et Réconciliation. À la date où on s'est parlé, il me disait qu'il était chercheur sur les questions de mémoire. Et c'est à ce titre d'ailleurs qu'il a été invité. Est-ce que je ne me trompe pas? Merci beaucoup. Devant moi, je vois le professeur Jean-Bosco Harerimana. Il est enseignant à l'Université du Burundi au programme de master en droit de l'homme et résolution pacifique des conflits, les spécialistes aussi des questions de justice traditionnelle. Je ne sais pas s'il y a un domaine de spécialisation que j'aurais oublié. C'est globalement ça. Merci beaucoup. Oui. À ma gauche, c'est monsieur Alexini Nibigira, il est psychologue et cadre de l'ONG TARS.
Monsieur Alexis, TARS, c'est quoi en toutes lettres? En toutes lettres, c'est Trauma Healing and Eco-Social Services. C'est une organisation qui a une mission de traiter le passé, de traiter les traumatismes psychologiques, mais aussi la réconciliation communautaire. Merci beaucoup. À la modération de ce débat, Sylvain Takarutimana, aidé à la cabine technique par Séraphine Hakizimana, à la prise d'images vidéo, Jean-Renaud Nyonkeza et Dorine Ouimana. Bonjour, bonsoir, bienvenue à tout le monde pour ce débat mosaïque. Voilà, nous allons commencer par la toute première question. Monsieur Aloïse, vous faites des recherches en rapport avec la mémoire et je ne sais pas s'il y a d'autres domaines de spécialisation dans lesquels vous faites votre recherche. Mais pour une question aussi simple, je ne sais pas, est-ce que la mémoire telle que le se fait ici au Burundi, c'est une mémoire à construire la paix? Mais avant de répondre sur cette question, à quoi bon de faire un travail de mémoire? Plutôt, à quoi bon de ne pas faire le travail de mémoire? Pourquoi? Parce que le travail de mémoire, je dirais, c'est une obligation involontaire. Lorsque on est passé par des crises, on a subi des violations graves des droits de l'homme, la mémoire vient elle-même, elle s'invite dans le quotidien des personnes et des familles et des victimes. Donc, une mémoire, le travail de mémoire devient plutôt un devoir de mémoire. Et pour le groupe ou la société et aussi pour le pays. Donc, c'est nécessaire et c'est aussi nécessaire pour gérer le présent et préparer l'avenir. Donc, cela veut dire que on ne peut pas échapper le travail de mémoire, même si dans l'apparence, on se dit non, tu sais, au Burundi, on aime dire cela, ça n'existait pas, c'est déjà pourri, Nakawodze, j'ai oublié, il ne faut pas me le rappeler. Celui-là qui dit cela, il fait ce qu'on appelle un refoulement, mais il fait déjà un travail de mémoire. Mais il est arrivé, c'est pas seulement au Burundi, dans certaines sociétés où on fait une politique d'amnésie et on ne voudrait pas qu'on revienne sur les événements du passé. On en a connu d'ailleurs au niveau Burundi, au niveau de la Deuxième République, où parler par exemple d'Hutu et Tutsi, c'était pratiquement interdit, alors que ce sont les mêmes groupes sociaux au niveau du Burundi qui avaient eu des problèmes entre eux. Est-ce qu'à ce niveau-là, c'était une politique qui encouragerait cette mémoire ou ce serait une politique qui enfouirait le conflit pour le ressusciter par après? La politique d'amnésie, la politique de l'oubli, telle qu'a été appliquée au Mozambique, c'est une façon de gérer la mémoire autrement. Mais c'est une politique, je dirais, de façade, parce que la personne ou le groupe d'individus, l'ethnie, le groupe social, tout simplement, ne peut en aucun cas mettre en application cette politique d'amnésie ou d'oubli. Pourquoi? Je donne un exemple. La mémoire, c'est comme une personne qui a été blessée. Vous connaissez surtout les Burundais qui ont vécu, qui ont grandi en province. Vous connaissez la question de l'épine. Lorsqu'il y a une épine qui est dans votre pied, on fait semblant comme l'épine est disparue. Mais à un certain moment, il y a la douleur qui reste là. Est-ce que tu peux dire à la personne de courir? Il ne peut plus courir parce que une partie de l'épine reste à l'intérieur de son pied. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas échapper, même si on dit on a oublié, on est avec. Je donne un autre exemple, des gens aujourd'hui qui ont des impacts, des éclats, des grenades, des dents. Est-ce que tu peux lui dire d'oublier alors que la souffrance reste dans son corps? Il faut traiter ces impacts. Il y a des gens qui ont des balles aujourd'hui qui datent des années 90, qui datent des années 2000.
mais Des balles dans leur corps ben oui, si, parce que ils sont peut-être tout près des nerfs très sensibles, et l'opération devient délicate. Donc, j'ai voulu donner ça comme un exemple pour vous dire que la mémoire est inhérente à l'espèce humaine qui a vécu des moments très durs, qui est victime des violations graves des droits de l'homme, et donc par conséquent, il est impossible de lui dire d'oublier parce qu'il vit avec, je veux dire, l'individu. Merci. Difficile d'oublier, donc obligation, devoir de mémoire. Monsieur le professeur, est-ce que la façon dont le travail de la mémoire se fait ici au Burundi, selon vous, est-ce que c'est un travail qui est de nature à construire la paix? Pas du tout. Pas du tout, dans le sens où le travail de mémoire ne s'inscrit pas encore au niveau politique. Il n'y a pas eu de consultation de la population, des associations de victimes sur les voies et moyens de travailler sur la mémoire. On voit la mémoire s'organiser de façon embryonnaire, c'est-à-dire par de petites communautés, petites ou grandes. Ça dépend de l'échelle, mais on ne voit pas une cohérence connue, concertée, de travailler sur la mémoire. C'est encore au niveau des associations, c'est encore au niveau des groupements, ce n'est pas encore au niveau national. Et monsieur le professeur, vous dites qu'il n'y a pas eu de consultation, mais je ne me rappelle pas, c'était en 2009, il y a eu des consultations de la population sur ce qu'on appelle, j'allais dire, les mécanismes de justice transitionnelle adéquats par rapport à ce que les Burundais veulent. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce rapport. Oui, j'en suis au courant. Pourquoi est-ce que vous dites qu'il n'y a pas eu de consultation? Ça, c'était la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle au niveau général. Oui. Le travail de la mémoire, c'est vraiment particulier. Comme le dit le commissaire de la CVR, la mémoire, c'est quelque chose de profond. On ne peut pas s'en passer et on ne peut pas non plus laisser le travail de la mémoire aux groupements, aux associations, aux individus, aux familles. Ça doit être piloté au niveau national par les autorités, avec une volonté bien affichée et d'être dans une plus grande mesure le plus inclusif possible. C'est-à-dire que les victimes, je préfère d'ailleurs parler de survivants, quitte à ce que les survivants, tous les survivants, de quelque côté que ce soit, se sentent inclus dans ce travail de mémoire. Sinon, si on laisse aux communautés, aux individus, aux familles, eh bien, ça risque de créer des rivalités, des compétitions et pourquoi pas des antagonismes. Vous venez de toucher à un mot qui me semble un peu important, que la politique de la mémoire devrait être inclusive. Vous avez souligné, j'ai vu comment vous insistez sur ce concept-là. Est-ce que vous indexez aujourd'hui la façon dont le travail de la mémoire se fait comme si ce n'était pas vraiment inclusif? Je ne dirais pas que ce n'est pas inclusif. On n'est pas encore à cette étape parce que la CVR qui travaille n'a pas encore conclu. Mais malgré le travail de la CVR, quand même, il y a des actions dans le sens du travail de la mémoire qui sont faites aujourd'hui. Je vois à certaines dates des commémorations qui se font. Ça, c'est le travail de la mémoire. Je vois des discours au niveau officiel qui sont prononcés. Ça, c'est le travail de la mémoire. Pourquoi vous dites qu'on n'est pas encore au stade du travail de la mémoire? Il faut voir les participants à ces cérémonies, à ces événements de commémoration de la mémoire. Il faut voir le profil des participants. Qui y vont? Pour vous, qui devrait y être? Tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire? Tout le monde, c'est-à-dire la plus large représentation. C'est-à-dire pour vous,
on choisirait quelques représentants des Hutus, quelques représentants des Tutsis, et peut-être quelques représentants des Toits. Et là, ça va poser une autre question importante sur les critères de choix de ceux qui devraient participer. Non, si vous voulez, la participation, c'est juste un aspect, c'est le type de l'iceberg, comme on dit en anglais. Mais ce que les gens ressentent dans leur cœur, est-ce que quand on commémore les victimes des différents événements, vous avez parlé de dates, on a tendance à, par exemple, pour les événements de 72, on a tendance à sentir que c'est la crise qui a frappé les Hutus. 72. Oui. Quand on commémore les massacres de Kibimba, on a tendance à croire que c'est un événement qui a frappé les Tutsis. Ouais. Et on voit qu'il y a sélection de participation, de commémoration. Et j'ai donné juste 2 petits exemples. Ouais. Il y a d'autres qui se font au niveau des associations, au niveau des communautés, au niveau des familles. Et c'est là où je dis que ce n'est pas encore inclusif. D'accord. Je crois que les auditeurs ont compris votre position. Monsieur Alexis, c'est pratiquement la même question. Vous êtes psychologue. La façon dont se fait le travail de la mémoire aujourd'hui, en tant que psychologue, est-ce que vous constatez qu'il est de nature à construire la paix entre les Burundais qui ont eu à se chamailler dans le passé? Merci de m'accorder la parole. Nous sommes dans un débat de chercheurs de professeurs. C'est un complément. On doit se compléter. Pour dire que, normalement, le travail de mémoire doit être inclusif. Il y a une mémoire individuelle, mais aussi il y a une mémoire collective. Et quand on parle d'une mémoire collective, on doit faire une commémoration collective sans le faire de façon parcellaire. Alors, si on le fait de façon parcellaire, vous comprenez que ce sont des mémoires divisées. Et si ce sont des mémoires divisées, ce ne sont pas des mémoires à reconstruire la société. Mais il y en a qui disent, si par exemple on fait une commémoration ou un travail de mémoire collectif, on est en train d'échapper à des individualités qui, à un moment donné, incitent, j'allais dire, une intervention tout à fait ciblée, parce que les victimes n'ont pas connu la même chose au même endroit et dans les mêmes circonstances. Je voudrais vous dire que quand on fait le travail de mémoire, ça doit réellement s'inscrire dans les piliers de justice transitionnelle. Quand on fait le travail de mémoire, ça contribue à connaître la vérité. Ça c'est le travail de la Commission Vérité et Réconciliation. Oui, ça contribue aussi même au niveau de la justice. Ouais. Ça contribue même au niveau de la réparation. Parce que le travail de mémoire est une partie de la réparation, sur le plan psychologique, sur le plan matériel et sur le plan symbolique. Mais aussi, ça contribue aussi à la garantie de nos répétitions. Est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui, est-ce que ça contribue au processus de justice transitionnelle? On a droit au travail de mémoire, mais ça doit être bien cadré pour que ça soit constructif. Okay, merci. Je retourne vers vous, Monsieur Aloïse. Est-ce que la façon dont le travail de mémoire se fait aujourd'hui, il y a des éléments pour vous qui risquent de ressusciter les démons du passé, c'est-à-dire faire en sorte que les gens ne puissent pas vivre en paix? Il y a des aspects que vous diriez, ces aspects devraient être revus. Bien entendu. À un certain moment, vous avez cité plusieurs dates. D'ailleurs, quelques dates. Parce que moi, j'aime pas citer les dates au risque de me tromper et au risque de fâcher certains. Bon, justement, c'est quelques dates parce qu'on a connu plusieurs dates. Ouais. Et les dates qu'on a pu citer, c'était des dates beaucoup plus emblématiques. Voilà, des exemples. Parce que lorsque vous parlez d'avril, il y a d'autres personnes qui ne vont pas directement voir 72, mais vont voir plutôt 1997. Là, je parle des gens de Bouta, le 30 avril. Et c'était en avril, donc le 29, le 30. Donc, c'est juste dire quelques dates. Donc,
la façon aujourd'hui dont le travail de mémoire est fait a certainement des défis. Certainement des défis parce qu'il y a une catégorie ou certaines catégories de gens, des Barundi, qui n'ont pas les moyens de faire ce travail de mémoire de façon visible. Je dis bien de façon visible. Parce que chaque personne, même si tu l'interdis de faire le travail de mémoire, chaque personne le fera de sa manière, même de façon clandestine. Alors, lorsque on choisit de... Tant que vous êtes là, si les gens le font de façon clandestine, est-ce qu'il y a une conséquence au niveau de la société? Très grave. Très grave parce qu'on est en train de nourrir les éléments de la violence future. C'est comme si on aime dire en Kirundi Utaramunda Ugatarori Biwoze. Cela veut dire que si tu interdis de façon surnoise ou officielle à un groupe de gens de faire le travail de mémoire, ce groupe de gens le fera de façon clandestine. À un certain moment, ce groupe de gens va exploser. Et lorsque quelque chose explose, là, il ne regarde pas la façon dont l'explosion se fait. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il y a des groupes sociaux qui font le travail de mémoire de façon visible. Je citerai quelques exemples. C'est aujourd'hui le parti au pouvoir qui est dans la semaine dédiée aux combattants qui sont tombés sur le champ de bataille. C'est certaines associations comme AC Génocide pour 93, ALM Wuta pour 97, AVOD pour 93 et d'autres. Bougendana également. Ce n'est que des exemples. Vous venez de citer un exemple de AC Génocide. Dernièrement, j'ai vu, j'allais dire, je ne sais pas si c'était un communiqué, mais il s'inscrivait en faux contre une interdiction de commémoration qui aurait été émise par une autorité publique. Est-ce qu'à ce niveau-là, si vous dites comme ça, et que AC Génocide le fait officiellement, avec cette interdiction que j'ai vue, qui leur interdisait de tenir, j'allais dire, un événement de commémoration à Kibimba, est-ce qu'il ne risque pas de dire « Aloïse est en train de mentir » Je le dis avec certitude parce que je suis en contact régulier avec les associations qui sont regroupées dans une plateforme appelée Karavi. Ça n'a pas été une interdiction, mais plutôt une demande de report. Ah, d'accord. Ils ont dit, aujourd'hui, je cite ce qu'ils m'ont dit, le gouverneur a dit, ce ne serait pas bien aujourd'hui de faire la commémoration, mais vous pourrez l'organiser à une date ultérieure. Là, c'est ce que les organisateurs de cette commémoration m'ont dit. C'est pour cette raison que j'ai dit, là, AC Génocide le fait, bien sûr avec des défis. Les autres organisations le font, mais on oublie qu'il y a des groupes, des gens, surtout en province, qui n'ont pas cette opportunité de pouvoir faire le travail de mémoire de façon visible ou publiquement. Et là, s'il y a certains groupes sociaux qui font le travail de mémoire de façon visible plutôt publique, et que d'autres ne le font pas, ils ne font que augmenter la rancœur, la douleur de ces victimes qui n'ont pas encore eu le temps d'observer le devoir de mémoire. Ou cette mémoire, aujourd'hui, on appelle ça, le terme consacré, cette mémoire officielle. Aujourd'hui, il y a une mémoire officielle qui est observée pour certains dignitaires, je le dis très bien, certains dignitaires, et là, il y a une sélection, malheureusement, qui risque, et qui fâche d'ailleurs, d'autres dignitaires. J'aime citer un bon exemple de Ngendandoumwe. C'est rare qu'on fait une commémoration pour Ngendandoumwe, pourtant qui a été rehaussé au rang des héros de la démocratie le 24
mars 1965. Non seulement Ngendandoumé, on parle aussi de Paul Mirekano. Et justement, j'ai voulu parler de Ngendandoumé parce que le Parlement de 1965 l'a rehaussé comme héros de la démocratie. Et donc aujourd'hui, personne, si ce n'est que le parti Inouari, qui commémore. Je n'ai jamais vu une autorité officielle, je le dis très bien. Inouari, je me rappelle pas. Est-ce que c'est un parti inscrit sur la liste des partis politiques au Burundi? Ah, si. Ou c'est AV Inouari? Non. Il y a un parti dirigé par Buchumi, l'ancien parti qui était dirigé par Alphonse Rugambarara. Ok. Donc voilà, je disais, la mémoire officielle est aussi sélective, ce qui n'est pas une bonne chose. Ça fâche une partie. Parce que les familles, j'ai donné un exemple, ce héros oublié, qu'est-ce que sa famille pense? C'est un exemple que je donne. C'est-à-dire, je reviens à ce que mon collègue ici a dit, attention à la mémoire sélective. Une mémoire sélective ne fait qu'alimenter des violences futures. Monsieur le professeur, il parle d'une mémoire officielle qui, selon lui, malheureusement est sélective. Est-ce que vous voyez comment elle devrait être, cette mémoire officielle, pour que ça puisse rassurer tout le monde? Voilà, la mémoire sélective, comme il le dit... Est-ce qu'elle est sélective d'abord, elle l'est. Vous affirmez? Oui, elle l'est. Et on peut y aller par trois approches. Il y a l'approche primordialiste, il y a l'approche constructiviste. Ah, ça devient un débat très difficile. Non, je ne peux pas m'y éterniser, c'est beaucoup plus académique. Oui. Mais je vais revenir à notre débat. Et il y a l'approche instrumentaliste. Ah. Alors, pour nous, il conviendrait de nous demander pourquoi est-ce que cette mémoire est sélective? Pourquoi elle l'est? Depuis longtemps, ça ne commence pas aujourd'hui. Depuis longtemps, il vient de donner l'exemple du Premier ministre, de l'illustre Premier ministre Ngendandoumé, de Mirekano, qui sont jetés aux oubliettes. Les jeunes gens, peut-être que, si ce n'est que le journaliste et le chercheur, je ne sais pas si les gens ont connaissance de ces personnalités. Voilà. Alors, on devrait se demander pourquoi elle est sélective. Et si on plonge un peu dans le passé récent, il suffisait de voir quand est-ce qu'on a commencé à célébrer les événements tragiques qui ont endeuillé les communautés, les groupes ethniques. C'est quand? C'est quand, effectivement. C'est quand? Et comment est-ce que ça a évolué? Il fallait voir, par exemple, comment commémorer les événements de Kibimba pendant le règne du parti Prona ou de ses proches. Il fallait le voir. C'est très bien similaire aux commémorations de la semaine des anciens combattants aujourd'hui par le pouvoir du CNDD-FDD. Et donc, les puissants sélectionnent. Et pourquoi est-ce que ils sélectionnent les puissants, je dis l'élite qui domine au pouvoir. Pas seulement au Burundi, mais aussi ailleurs. Ils sélectionnent parce que ils ont trois éléments. Ils ont le traumatisme du passé. Eux, ils sont traumatisés. Les élites du pouvoir. Bien entendu. C'est la réalité au Burundi? Bien sûr. Mais comment est-ce que tu ferais le maquis sans être traumatisé? Comment est-ce que tu quitterais ton emploi, ta maison, ta très chérie famille pour aller au maquis sans être traumatisé? Ils ont le traumatisme du passé, mais pas seulement les traumatismes. Ils ont la gloire de leur victoire. Pas, je reviendrai un peu, de leur victoire. Pas la victoire contre l'armée de l'époque ou les belligérants. Non, la victoire sur les terrains de bataille. Ils ont survécu après tout. Ils sont là. Ils ne sont pas disparus. Alors, le traumatisme, la gloire. Et donc,
Il reste Ils un ont- autre élément. Vous aviez parlé de Oui, 3 l'avenir. éléments. L'avenir, oui. Oui. Et donc, il sied de regarder avec munitie comment alors on s'appuie sur les traumatismes du passé, mêlés de gloire, de mérite, et pour se projeter dans l'avenir. Mm. Et donc, on crée ce schéma pour donner un récit, une narration. En anglais, on dit a narrative. Pour dessiner l'avenir de notre société, de la vision. Mais dans ce cheminement, quand la mémoire est sélective, il y a des communautés Qui sont oubliés. qui sont laissées pour compte, et ça crée des tensions. Parce que eux aussi, ces communautés qui ne sont pas incluses, ont des traumatismes, ils ont aussi des gloires, ils ont aussi un récit et un avenir. Voilà. Et donc, il est, pour moi, la question que vous m'aviez demandé, comment est-ce que ça devrait se faire? On devrait adopter une approche constructiviste, c'est-à-dire ouvrir le champ, laisser tout le monde participer et surtout réguler ça, mettre une politique et donc faire à ce que les survivants se sentent Vous bien parlez, dans vous le parlez cheminement. de la mise en place d'une politique. Une politique, c'est un résultat d'une négociation, normalement, entre les acteurs sociaux. Qui devrait négocier avec qui pour la mise en place de cette politique de mémoire? C'est beaucoup de parties prenantes. Dites-moi. C'est beaucoup de parties prenantes. Il y a d'abord, c'est incontournable, ce sont les pouvoirs publics. Ce sont les pouvoirs publics, mais aussi ce sont les acteurs non étatiques. Mais lorsque vous dites les pouvoirs publics, c'est une boîte noire, les pouvoirs publics. Non, Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Les C'est pouvoirs l'exécutif. D'accord. C'est la présidence, Oui. son cabinet, les ministres, jusqu'en bas, au bas de l'échelon, chez les Nyumbakumi. Là, vous parlez de l'élite dirigeante. Oui, l'élite dirigeante à tous les niveaux. Uh-huh. Ça, c'est le premier l'exécutif. groupe. Ça, Oui. ça, le premier groupe. Ouais. C'est la partie prenante clé. Yeah. Mais s'il y a d'autres parties prenantes, les acteurs non étatiques, la société civile, les églises, les académiques, mais les partis politiques, mais pas seulement au niveau interne, parce que ce que nous faisons ici, ce n'est pas la première fois que ça arrive pour l'humanité. Nous avons des exemples où on a essayé de gérer les mémoires, d'où l'intervention alors des acteurs exogènes, c'est-à-dire les ONG, les internationaux, les Nations Unies, l'Union africaine, oui, et recueillir leurs contributions et ensemble cheminer vers la construction de cette mémoire officielle qui devient en fait notre identité. Voilà. Merci. Alexis, vous pensiez peut-être que je vous avais oublié, mais c'est sur la même question, parce que nous avons besoin de comprendre. Est-ce que les souffrances individuelles, dans une politique collective, de ce qu'on pourrait appeler la politique de mémoire, qui, normalement, comme les autres viennent de le dire, devrait être inclusive, est-ce qu'il y a vraiment de la place de l'individu qui souffre des blessures du passé? Bien sûr. Il y a une étude qui a été faite par l'OMS en 2008. Ouais. On a constaté qu'au Burundi, nous avons 72% des Burundais qui manifestent au moins un symptôme de l'état de stress post-traumatique. 72% finalement, c'est presque toute la population. Ça veut dire qu'un Burundais sur 4 manifeste au moins un sentiment. Non, c'est pas un Burundais sur 4, c'est plutôt 3 Burundais sur 4. C'est possible. C'est possible. Il y a d'autres considérations, il y a d'autres études qui ont montré qu'au moins un Burundais sur 4. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les Burundais sont encore sous le poids du passé. Et
ceux qui œuvrent dans le domaine du passé affirment que une personne ne peut conserver la mémoire pendant 60 ans. 60 ans. Alors, les Burundais sont encore sous le poids du passé. Ça se manifeste par quoi? Par les sentiments de reviviscence. C'est-à-dire, les événements sont récents. Il n'y a même pas 10 ans, certains événements, nous les vivons encore aujourd'hui. Est-ce qu'il nous reste encore 60 ans pour que ça nous quitte? Bien sûr. Même plus. C'est pour cela que le traitement du passé est un processus. Même si nous parlons ici du travail de mémoire, c'est déjà un processus. Il y a des gens qui travaillent déjà avec comme la CVR, et je comprends que la CVR pourra nous tracer des lignes directrices pour justement faire une mémoire qui est inclusive. Alors, je disais que les Burundais sont sous le poids du passé. Ça veut dire que 72% des Burundais peuvent manifester les symptômes de reviviscence. Ça veut dire revivre les événements, revivre les images, revivre les lieux, les personnes, tout ce qui peut rappeler l'événement. Il y a aussi des Burundais qui manifestent les sentiments d'évitement. On a peur des événements, on a peur des personnes, on a peur des objets, on a peur des lieux qui rappellent l'événement. En troisième position, il y a ceux qui sont toujours hyper vigilants par rapport au passé. Ils sont vigilants parce qu'ils ont été trop traumatisés, Oui. ou ils sont vigilants parce qu'ils ont un intérêt à ce qu'on quitte cet état de traumatisme? Vous pouvez le comprendre, si réellement il y a une crevaison devant un groupement de gens, ils ont tendance à ramper. Parce que ça rappelle le groupement des grenades. Pour dire que nous sommes sous le poids des affects du passé. Vous comprenez que on doit travailler sur la mémoire individuelle, ça veut dire la prise en charge psychosociale individuelle, mais aussi voir comment faire ce qu'on appelle une guérison de mémoire collective qui peut être orientée par les professionnels. Les professionnels, vous voulez dire les psychologues, les religieux, les scientifiques, les historiens, tout acteur qui a quelque chose à contribuer dans son passé. Alors, je termine en disant que si le passé n'est pas traité, ça nous reconduit au cycle de violence. Et la nation doit prendre cela au sérieux pour qu'il n'y ait pas une transmission violente de la mémoire qui explique les nouveaux vagues de violence, même si les gens pensent qu'avoir oublié. Le passé n'est pas oublié, le passé doit être traité parce qu'il est mal conservé, il est mal stocké, pour dire que ça nous revient au galop quand il y a un élément catalyseur. Ok, merci. Et il y en a qui disent que pour qu'il y ait un bon travail de mémoire, il faut étudier les canaux de transmission de cette mémoire. Monsieur Aloïse, quels sont les canaux de transmission de cette mémoire pour que, j'allais dire, les souffrances du passé ne puissent pas revenir pour refaire, j'allais dire, souffrir les Burundais? Merci beaucoup. J'allais justement utiliser ce mot, la transmission des mémoires, ce qui est vraiment, j'allais dire, d'une grande importance. Pourquoi? Parce que la mémoire doit se transmettre et les chercheurs anthropologistes ou sociologues ont montré que la mémoire au 3e degré, je vais dire, la génération au 3e degré, peuvent être très affectées par rapport à la première catégorie des gens, 1er degré, des gens qui ont vécu les affres de la violence. C'est-à-dire du grand-père au petit-fils. Et ça se transmet. Et comment ça se transmet? D'abord, au niveau de la famille. Au niveau de la famille, même au Burundi, chaque fois, vous verrez des gens qui se rendent, je donne un exemple, qui se rendent à Manda, au cimetière de Manda. Mais ils y vont avec leurs enfants. Et leurs enfants, les enfants, ils sont dans l'âge du questionnement. Pourquoi nous allons là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est cette personne? Pourquoi il est là? Et à toutes ces questions, la famille, je vais dire, les aînés,
doivent donner des réponses. Et si les enfants ne sont pas satisfaits des réponses, les enfants vont chercher des réponses au-delà de la famille. Et là, j'entame le deuxième degré de transmission de mémoire, c'est l'école. L'école, les gens commencent à se poser la question, qui est Ndadaye? Les gens de la première année, qui est Ndadaye? Ah, les gens vont dire, ok, c'est l'ancien président. Mais pourquoi on se souvient de lui? Parce qu'il a été assassiné. Pourquoi il a été assassiné? Parce que ceci. Pourquoi il est là? Pourquoi il est héros? Et les gens commencent à comprendre. Et je vais me donner un exemple d'un enfant. Un enfant de la communauté Batouti, qui est dans une école, à l'école internationale d'ailleurs, qui est rentré à la maison. Il a dit, maman, nous sommes des Batouti? La maman a dit oui. Alors, il faut demander pardon et payer parce que nous sommes des assassins, nous sommes des criminels. Pourquoi? Parce que il avait entendu à l'école, je le précise, c'est à l'école internationale, que Ndadaye Melchior a été tué par des Batouti. Il a dit, ah bon, les Batouti... C'était une discussion entre élèves ou c'était une transmission du maître? C'était à la veille de la commémoration. C'était à la veille de la commémoration. Mais qui a dit cela à l'enfant? L'enfant, il a entendu. Et puis il a posé la question. Il a entendu dans l'entourage. J'allais y arriver. Il a posé la question au maître. Mais pourquoi Ndadaye a été tué? Qui l'a assassiné? Il a dit l'armée. L'armée, c'est qui? À l'époque, on a dit, voilà, l'armée était constituée à majorité. Il est rentré à la maison. Il a dit, maman, nous sommes des criminels. Il faut demander pardon et il faut payer. Vous comprenez ce que ça veut dire? Alors ça, c'est le deuxième canal de transmission. Le troisième canal de transmission, c'est l'entourage. L'entourage, à un certain moment, ça part de la maison et on commence à dire à un enfant, mon enfant, il ne faut pas aller chez Jean Bosco. Il ne faut pas y aller. Et vous savez, au Burundi, on n'aime pas donner des explications. On te dit, c'est interdit. Qui l'a dit là? Il ne faut pas aller chez cette famille. Je te le dirai lorsque tu seras... Oui, mais l'enfant, plus il grandit, plus il se questionne. Pourquoi on m'interdit d'aller là-bas? Et ça, c'est le troisième canal de transmission. Aujourd'hui, avec la démocratisation de la mémoire, il y a les réseaux sociaux. Il y a les travaux de recherche qui sont vraiment étalés sur la toile. Et n'importe qui voit n'importe quoi. Je dis bien n'importe quoi, parce que je pense que vous regardez, dernièrement, c'était 10 ans, je ne sais pas, du Mapping Report. Donc, c'est ce qui s'est passé en RDC. 10 ans qu'on a fait un rapport ou une cartographie du conflit congolais. On a montré des images macabres. Et là, c'est la transmission des mémoires. Parce qu'un Congolais qui voit ces images, directement, il souffre. Et ça réveille le traumatisme dont parlait notre ami Alexis. Oui. Il souffre au niveau communautaire. Même un Congolais qui habite en Australie, qui n'a jamais vécu, il souffre de ce réveil traumatique parce qu'il se sent Congolais. Et qu'est-ce qu'on disait? Ces gens, ils ont été tués par l'armée rwandaise. Vous comprenez? Et lui, là où il est, tout Rwandais, ils vont dire, vous êtes méchants, vous êtes des criminels. Alors, voilà en fait les 4 canaux principaux de transmission de la mémoire. Si on essaie de comprendre et en prenant compte de l'exemple de l'enfant de l'international, c'est-à-dire que la manière dont nous transmettons la mémoire du passé risque de nous susciter des animosités, de la haine, des ressentiments. Est-ce que c'est votre avis, monsieur le professeur? Je suis totalement d'accord. On transmet parce qu'il n'y a pas eu de traitement de mémoire. La mémoire reste vague. Ça reste globalisante. La faute revient aux communautés tout entières, aux régions tout entières, aux familles tout entières. Et c'est grave. C'est grave, il faut y faire beaucoup attention. Mon enfant qui naît aujourd'hui,
qui est détenu tel ou tel sera accusé de ce que quelqu'un a fait quand il n'est pas encore né. Quelqu'un a fait quelque chose, le cas d'Ndadaye qu'il vient de donner, il a été tué, non pas par l'armée tout entière, mais par un groupe de mutins, peut-être avec la bénédiction de... Mais un militaire qui était posté au poste frontalier de Changuzo, de Kanyaruho, de Mawanda, il ne savait rien. Il était surpris, comme tout le monde. Mais il est dans la moule. Il est dedans. Il a trempé dans la mort d'Ndadaye. Même l'enfant de l'international qui... Voilà. Donc, cette globalisation, ça nous met tous dans un même panier. Tous les Hutus ont tué les Tutsis. Tous les Tutsis ont tué les Hutus. Voilà. Et on stagne. D'où la mémoire, la CVR, il contribua beaucoup avec l'émergence de la vérité. Avec l'émergence de la vérité, je ne sais pas jusqu'où on ira, mais il faut pouvoir décanter cette mémoire. Que X ne soit pas accusé des agissements de Y, ainsi de suite. Sinon, il y a un grand risque. Est-ce que le même risque, vous les constatez au niveau de Tars? Bien sûr. Vous êtes dans les communautés, vous voyez comment les choses se font. Est-ce que, si vous comparez ce qui se fait au niveau officiel et ce qui se fait au niveau, des communautés, est-ce qu'il y a un grand décalage de manière qu'on on craindrait des risques de retour de la violence? Justement, il y a un processus de socialisation de chacun de nous, à chaque étape de la vie. Comme Aloïse l'a dit, qu'est-ce que les parents racontent à leurs enfants par rapport au contexte du pays, par rapport aux effets du passé? Alors, il y a ce qu'on appelle communément les mots qui tuent. Les mots qui tuent, ça veut dire que ce sont des mots qui nous amènent à déshumaniser l'autre. Et cela, ça devient encore pour global, nous faire comprendre global. Le processus de déshumanisation, ça se fait comment? Ça veut dire quoi? Vous m'accolez une étiquette que je n'ai pas. De tueur. De tueur, de n'importe quel qualificatif, ok, qui m'enlève ma dignité, qui m'enlève l'honneur d'être humain. Et cela justifie justement que je peux même tuer quelqu'un sans qu'il s'appelle Sylvestre, mais une autre étiquette. Voilà ce qu'on appelle les mots qui tuent, la déshumanisation, qui explique les tueries. Et les gens tuent les autres sans scrupule parce qu'ils ont été manipulés par ces mots qui tuent. Pour vous dire que, réellement, si nous voulons construire une société où les citoyens ont un avenir meilleur, on doit justement bien traiter le passé et reconnaître que tel ou tel autre a souffert, reconnaître la souffrance pour traiter ensemble et construire la société ensemble et vivre ensemble, non pas coexister sans se réconcilier. Mais comment faire une cohabitation pacifique dans un pays? C'est vous-même qui avez évoqué 72% des Burundais qui vivent le poids du passé. C'est comme si tout le monde est vraiment affecté. Quelle est cette politique qui pourrait arriver à ce qu'on réconcilie toute une majorité comme ça qui vit sous le poids du passé? Oui, le travail qui est fait maintenant, comme le professeur Jean Bosco l'a dit, c'est un travail qui n'est pas fait de façon synergique avec une politique claire de réconciliation nationale. Chacun peut refaire comme il l'entend. Les confessions religieuses peuvent contribuer de façon parcellaire dans un diocèse quelconque, mais sans que cela ait un cachet national. Alors, le chemin est unique. Ça veut dire quoi? Les traumatismes psychologiques doivent être traités pour que je puisse être en sécurité affective,
pour que je puisse comprendre ce qui s'est passé et me reconnecter avec moi-même, me reconnecter avec la communauté, me reconnecter avec la famille, me reconnecter avec ma nation. Vous comprenez que c'est un travail qui demande beaucoup d'acteurs, les professionnels, les chercheurs, pour voir une voie qui est vraiment rassurante. Selon vous, est-ce que tout ce qu'on a déjà fait, et depuis, si je prends référence, la date de signature de l'accord d'Arusha, c'était en 2000, est-ce que selon vous, tout ce qui a été fait, c'est mal fait? Vraiment, il faut refaire pour réorienter les choses? Oui. Là où on a fait le travail de justice transitionnelle et qu'on a omis ou oublié de traiter le traumatisme psychologique, il y a vraiment là un manque. Je prends même l'exemple de l'Afrique du Sud, dont on parle. Moi, j'ai fait une étude d'études avec Aloïse en Afrique du Sud. Quand vous allez à l'université de Cape Town, vous allez voir les étudiants qui écrivent « We need our land ». Nous avons besoin encore de nos terres. Vous comprenez qu'on est encore traumatisé par justement d'être spolié des terres de leurs ancêtres. Là où on a oublié cet aspect, ça veut dire que ça peut perpétuer les violences. Ouais. Ça peut perpétuer la non-connexion entre les familles, entre les citoyens. Et les gens pensent c'est la paix, alors qu'il y a la haine, l'esprit de vengeance qui circule dans le cœur des personnes. Alors on doit traiter le passé en traitant le traumatisme psychologique, en transmettant de façon constructive la mémoire pour arriver justement à une réconciliation individuelle, communautaire et nationale. Bon, à entendre Alexis, il y recommande en quelque sorte un travail beaucoup plus holistique, c'est-à-dire prendre plusieurs aspects à la fois pour une bonne politique de mémoire. Est-ce que, M. Aloïse, je sais que vous faites des recherches sur les mémoires collectives, est-ce que dans les recherches que vous faites, vous auriez entendu à gauche, à droite, des populations qui se lamentent comme quoi la politique de la mémoire ici au Burundi est mal faite, ou c'est un débat d'intellectuels? Non, ce n'est pas du tout un débat d'intellectuels parce que, j'aime donner des exemples, un intellectuel n'utilise pas une braise pour écrire. Là, je cite, parce que j'ai fait une recherche à Kiwimba, vous connaissez qu'il y a un monument en mémoire des élèves qui ont été assassinés le 21 octobre 1993. Et là, sur ce monument, il est gravé « Plus jamais ça ». Mais depuis les années 99, 2000, 2001, 2002, il y avait des gens qui écrivaient avec une braise, ikara, c'est-à-dire en français. C'est-à-dire, au moins, vous avez eu une sépulture, un monument, on se souvient de vous. Qui écrivait ça? C'est-à-dire, il y a d'autres personnes qui n'étaient pas, qui sont dans les fosses communes, et si vous voulez, des Batutsi et des Bahutu, et qui disaient, au moins vous avez une reconnaissance. Vous comprenez, ce n'est pas du tout un débat d'intellectuels, mais c'est un débat de toute la communauté et de tout individu qui a souffert. Et donc là, il faut prendre en compte toute personne qui a une mémoire blessée. Et là, Alexis l'a bien dit, d'une part, il faut le traiter individuellement, mais également, il faut le traiter collectivement. On peut traiter la mémoire collective. Je donne un exemple. En partant d'un cas individuel. Lorsqu'il y a la globalisation dont a évoqué mon collègue Jean Bosco, de globalisation, que les Batutsi ont été massacrés par des Bahutus et vice-versa, il suffit de montrer que lors des massacres de 1972, il y a eu tel Mututsi qui a sauvé des Bahutus. Les jeunes
Ça, c'est la transmission. Les jeunes vont dire, ah bon, on nous avait dit que les Batutsi ont massacré les Bahutus. Finalement, ce n'est pas vrai parce qu'on vient de nous dire que tel ont sauvé des Bahutus. Donc, finalement, tous les Batutsi n'ont pas massacré les Bahutus. Et même chose parce que je reste sur 72. Nous venons de passer un mois et demi à Makamba et à Rumongue. Il y a dans la première semaine des Batutsi qui ont été massacrés, bien entendu par des Bahutus. Mais il suffit de dire, lors des massacres des Batutsi, depuis le 1er mai jusqu'au 8 mai, il y a tel de la communauté Bahutu qui ont sauvé tel de la communauté Batutsi. Les gens vont dire, tiens, il y a des gens qui ont sauvé. Ça, au niveau psychologique, ça aide. D'abord, ça déconstruit l'image. Il a parlé du constructivisme, et je suis en train de traiter. Ça déconstruit cette réalité que les Batutsi ou les Bahutus sont des criminels. Ils vont dire, ah bon, il y a des Bahutus qui ont fait du bien. Finalement, c'est un ami à moi. Le temps passe. Pouvez-vous aller directement vers ce qui devrait être en regardant, c'est-à-dire en comparant ce qui est aujourd'hui par rapport à ce qui devrait être pour que le Burundi puisse recouvrer la paix. La vraie paix, j'allais dire, une paix dans le sens positif. Une paix positive comme le dit Jean Galtung. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une paix négative. Et donc là, c'est simple. Il y a la vérité. Il faut soutenir l'émergence de la vérité. La vérité, c'est le pilier de la mémoire. C'est le pilier de la guérison. Parce que les gens, lorsqu'ils se sentent seulement écoutent quelqu'un qui les cite comme victime, il dit, ah bon, c'est vraiment, je suis très content. Il faut promouvoir l'empathie. Créer l'empathie. C'est-à-dire, en Hutu, qu'ils se sentent, comment dire... Lorsqu'il y a, disons, je donne un exemple, lorsque, pour cette semaine, c'est l'actualité, le CNDD-FDD organise une semaine dédiée aux combattants, qu'il y ait des gens qui se disent de la communauté Batutsi qui aillent assister. Comme si le CNDD-FDD était des Hutus. Ben, je pense que c'est clair, il faut le dire, les combattants, je pense qu'ils combattaient l'armée à l'époque qui était dominée par une communauté qu'on connaît très bien. Je ne dis pas le CNDD-FDD, mais aujourd'hui, c'est la mémoire des combattants. Ce n'est pas la mémoire des militants aujourd'hui. Je pense qu'il y a une nuance. Est-ce que de l'autre côté, il n'y avait pas de combattants? De l'autre côté, à côté de ceux que le CNDD-FDD combattait, il y avait aussi des combattants. Ben, c'est la mémoire sélective. Et moi, Batungwanayo, lorsqu'il est question de se souvenir, je vais me souvenir des miens. Parce que la question de la mémoire, c'est une question de sentiment. C'est une question d'émotion. Je ne peux pas aller organiser une commémoration pour les gens que je ne connais pas ou pour les gens que je considère comme des ennemis. Donc c'est pour cette raison que je dis il faut soutenir l'émergence de la vérité et créer l'empathie vers l'autre. Et puis la CVR, les pouvoirs publics, comme il l'a dit, mettre en place une politique de gestion de la mémoire. À un certain moment, vous avez dit, laissez les gens commémorer. Non, aidez plutôt les gens à commémorer. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de commémorer. Il faut aider ces gens à commémorer. Il peut y avoir une journée de commémoration au niveau de la commune. Il peut y avoir une journée de commémoration au niveau de la colline. C'est-à-dire chaque commune s'organise de son côté, mais là, on irait dans une société de commémoration du jour au jour. Mais non, du tout. Parce que tu ne peux pas m'empêcher de commémorer. Non. Il y a une commémoration, c'est ce que j'ai dit. Au niveau national, on peut, disons, construire un mémorial et édicter une date nationale où tout le monde et tous les Barondis se sentiront comme les Barondis. Mais cela n'empêche jamais et jamais
une journée au niveau de la commune. Pourquoi aujourd'hui, je donne un exemple, pourquoi aujourd'hui il y a une fête communale? Il y a une fête communale, je pense, la première semaine du mois d'août. Et on peut dire qu'il y a aujourd'hui, la commune X a perdu beaucoup de gens pendant des périodes A, B, C, D, et la commune aujourd'hui se souvient de l'heure. C'est peut-être ce que la commission Vérité et Réconciliation, d'ailleurs à laquelle tu appartiens aujourd'hui, pourra recommander. Attendons peut-être voir la fin du travail. Dans le rapport, peut-être qu'il y aura une recommandation pareille. Monsieur le professeur, pour terminer notre émission, parce que nous tirons vers la fin, est-ce qu'il y a une proposition concrète par rapport à la construction d'une bonne politique de mémoire ici au pays? Votre proposition. Ma proposition, c'est d'abord, avant d'y arriver, laisse-moi exprimer que les commémorations qu'on a, ne les criminalisons pas, non. Parce que, pour moi, je les interprète comme la pression au pouvoir public. Organisez-nous, aidez-nous à commémorer. Parce qu'on ne peut pas attendre les décisions, les lois. Alors, les politiques publiques devraient se saisir de la question et en faire une priorité nationale. Et dans cette priorisation, donc, comme le dit mon collègue Aloïse, aider les gens à commémorer, mais aussi fixer une date nationale. Il y a un monument qui a été érigé à Gitega. Je ne sais pas dans quelle mesure il est national. Non, il a été détruit. Il a été détruit, déjà. Voilà, on construit un monument, on a détruit. Alors, mais il faut une sorte de commémoration symbolique nationale qui unit tout le monde au Burundi, comme ceux de la diaspora et les amis du Burundi aussi. Un autre aspect très important, c'est de promouvoir la déconstruction des stéréotypes de la globalisation. Isanganiro et le studio Jambo, j'étais encore jeune, mais je m'en souviens très bien, ils ont passé toute une période à faire une émission Inkingi z'Ubuntu, les piliers de l'humanité. C'est-à-dire des personnes qui ont caché, d'autres personnes qui ne sont pas de même ethnie, comme ils l'a dit, ce qui s'est passé en 72 dans la partie sud du pays. Mais il faut le promouvoir. Il faut porter ça au pédestal, l'élever à un rang où tout le monde le verra, le reconnaîtra et sentira que tout le monde n'est pas tueur. Il y en a qui ont tué, mais il y a des sauveurs. Et ils sont nombreux parmi nous. Merci. Alexis, un dernier mot. Juste un dernier mot, quelques secondes. Merci beaucoup. Le travail de mémoire est une obligation et il doit être orienté pour traiter les traumatismes individuels, collectifs et intergénérationnels. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs de la radio Isanganiro qui ont suivi cette émission Mosaïque. Et je conclurai cette émission en disant que nos invités nous ont beaucoup aidés en contribuant à donner des idées pour une construction d'une bonne politique de mémoire. Ils ont évoqué notamment de fixer une date nationale de mémoire. Ils ont évoqué une commémoration symbolique au niveau national et qui unirait tout le monde. Ils ont proposé aussi de promouvoir la déconstruction des stéréotypes et rendre beaucoup plus obligatoire, une commémoration de tout le monde pour que les âmes traumatisées aujourd'hui ou traumatisées hier puissent construire l'avenir dans la paix et la tranquillité afin d'avoir une paix durable. Merci à tout le monde. Je remercie mes invités, monsieur le professeur Jean Bosco Halimana. Il est enseignant à l'Université du Burundi. Il est spécialiste des questions de mémoire, de justice transitionnelle. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Je vous remercie aussi. Merci de m'avoir invité.
Merci beaucoup. Merci, Monsieur Aloïse. Vous êtes commissaire à la CVR. Vous avez été invité parce que vous êtes chercheur sur des questions de mémoire. Et c'est à ce titre, je le répète, que vous avez été invité. Merci d'avoir participé à ce débat. C'est plutôt moi qui vous remercie pour m'avoir invité. Merci à Monsieur Alexis Nibigira, psychologue. Vous êtes cadre à l'ONG TARS. Vous nous avez déjà dit ce que TARS fait et vous avez fait des propositions. Merci beaucoup pour votre participation à ce débat. Merci à vous aussi. Merci beaucoup à Séraphine Hakizimana qui nous a aidé à mettre en onde cette émission. Merci beaucoup à Renaud Nyokeza et Dorine qui ont pris les images de cette émission. Merci à tout le monde. À la prochaine.